Bonjour à tous, nous arrivons à la troisième et dernière partie concernant ce chapitre sur les extrémismes, le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. On va s'intéresser aux causes de l'avènement du nazisme, à la discrimination progressive contre les juifs, puis à l'effondrement du nazisme. Pour rappel, contrairement à Mussolini qui est arrivé au pouvoir par la force et l'intimidation, Hitler a été élu par le peuple allemand. On peut se demander comment la population en est arrivée à voter pour un parti aussi extrême. Aujourd'hui, près de 100 ans plus tard, les populations européennes votent de plus en plus pour des partis d'extrême droite. Ce chapitre historique n'est donc pas qu'un vieux brol et certaines choses peuvent être comparées dans leurs ressemblances et dans leurs différences. À la fin de cette vidéo, vous trouverez des exemples de questions d'examen. Prenez votre cours à la page 11. Vous aurez besoin de mettre parfois sur pause pour pouvoir noter ou souligner les éléments importants et les réponses aux questions. Nous avons vu l'URSS communiste et l'Italie fasciste, maintenant c'est l'heure de parler des nazis en Allemagne. Mussolini et le fascisme italien ont inspiré Hitler, et nous verrons les points communs et comment Hitler a porté cette idéologie encore plus loin. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est punie par le camp vainqueur, par le traité de Versailles. Le pays perd du territoire, des colonies, et doit payer de lourdes réparations en tant que principal responsable du conflit. Le traité est vécu comme une humiliation. La crise économique de 1929 touche presque tous les pays du monde et l'économie allemande s'effondre. Vous soulignez lourdes réparations et la crise économique de 29. Cette crise est très connue car de nombreuses populations à travers le monde ont souffert. Vous voyez ensuite le document 1, une image qui date de 1920, avec des gens dans un dortoir bondé à Berlin car ils sont sans abri. Cela montre à quel point la crise de 29 a affecté la population. Comme souvent en cas de crise, on voit apparaître une montée des extrémismes. Nous venons de parler de deux causes parmi d'autres qui vont mener à l'ascension du nazisme et à la Seconde Guerre mondiale. D'abord, l'humiliation du traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne était un empire et elle a perdu beaucoup de territoires. On veut retrouver cette grandeur impériale d'antan. Conquérir des territoires, vous pouvez noter qu'Hitler va relancer le service militaire, qui était devenu interdit en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Ensuite, on veut montrer que l'Allemagne est grande et belle. Vous pouvez noter que l'on va instaurer le culte du corps et de la personnalité, comme l'avait fait Mussolini. Ensuite, la crise économique est vécue comme une injustice. Ce n'est pas la faute des Allemands si le pays va mal. On va trouver un coupable, un bouc émissaire. Vous avez déjà une petite idée de qui va servir de coupable idéal, mais prenons les choses dans le bon ordre. Dans ce tableau, on va parler d'Hitler et de sa vie avant d'arriver au pouvoir. Il naît en 1889 en Autriche. Vous pouvez noter qu'il a une enfance compliquée, son père est violent et il devient orphelin à 14 ans. Il n'est pas non plus très bon élève et il quitte l'école à 16 ans pour commencer une vie d'artiste. Il peint des tableaux pour gagner sa vie. Il essaye d'échapper au service militaire autrichien et déménage en Allemagne. Il se fait attraper, mais finalement, on constate que médicalement, il est inapte à entrer dans l'armée car il a une trop faible constitution. Vous avez un exemple d'une de ses peintures, il savait se servir d'un pinceau quand même. En 14-18, il se porte volontaire pour aller se battre. Il sera blessé puis recevra une décoration. Il s'installe en Allemagne et il commence à s'engager dans le futur parti nazi. En 1921, il devient Führer, c'est-à-dire président de ce parti. C'est un excellent orateur et un leader charismatique. En 1923, quelques mois après Mussolini et sa marche sur Rome, Hitler essaye aussi de s'emparer du pouvoir par la force. C'est ce qu'on appelle un putsch. Mais il échoue et se retrouve en prison. Pendant ces quelques mois de prison, il va écrire son livre Mein Kampf, Mon combat. Quand il sort de prison, son parti, le NSDAP, vous pouvez noter que ce parti c'est le nom du parti nazi, son parti donc prend de l'importance, surtout après la crise de 29. Les gens sont désespérés et votent de plus en plus pour son parti car il propose des choses radicales pour changer leur quotidien, accuser les juifs et les communistes et les empêcher de continuer à dégrader le pays. Hitler se présente comme l'homme qui va sauver l'Allemagne. Il devient chancelier en 1933. Suite à un attentat communiste, on déclare l'état d'urgence et on donne les pleins pouvoirs à Hitler. L'Allemagne devient une dictature. On crée une police secrète, violente, qui fait régner la peur, c'est la Gestapo. Hitler va aussi ouvrir le premier camp de concentration à Dachau, en Allemagne, où les premiers prisonniers sont déjà envoyés. Vous voyez ici l'entrée du camp. Donc pour rappel, il y a un lien entre les problèmes économiques et l'avènement du nazisme en Allemagne. Vous voyez un graphique qui montre comment les votes pour le NSDAP augmentent en même temps que le chômage, entre 1928 et 1933. Encore une fois, les gens sont dans une précarité terrible et Hitler et son parti promettent de redresser le pays. Ensuite, que se passe-t-il en 1933 ? Hitler arrive au pouvoir et bim, le chômage diminue drastiquement car il investit dans de la production industrielle et de l'armement, ce qui crée plein d'emplois. Merci Adolphe. Ce que le graphique ne montre pas, c'est que les salaires eux aussi ont baissé, ainsi que le coût de la vie.
Vous pouvez noter qu'en 1933, c'est l'arrivée d'Hitler qui change la tendance et que le chômage baisse grâce à la création d'emplois en production industrielle et en armement. Hitler redresse l'économie et diminue le chômage. Il a du succès auprès de la population qui ne connaît pas encore les horreurs qui se pratiqueront dans les camps de concentration. Il apparaît comme l'homme qui sauve le pays. La nature du document 2 est schématique. Je vous donne une info supplémentaire, c'est moi qui ai fait ce document. C'est un ensemble de données reportées sur un graphique. Le document est donc objectif, car il s'agit de quelque chose de neutre. Ensuite, le document est un document postérieur, puisque c'est moi qui l'ai réalisé, et que pour tout vous avouer, je n'étais pas née à l'époque des faits. C'est donc un travail réalisé après les événements. Alors le bouc émissaire dont on parlait tout à l'heure, ce sont bien sûr les Juifs. Le document 3 est une photo montrant des nazis plaçant une pancarte sur la vitrine d'un magasin dont le propriétaire est juif, pour inciter les Allemands à ne pas y faire d'achat. Autant donner son argent à un Allemand de souche et pas à un Juif bien sûr. Vous pouvez noter que les boucs émissaires, ce sont les Juifs, mais aussi des étrangers, des gitans, des homosexuels, des handicapés, des communistes, etc. Vous pouvez aussi noter le mot antisémite. Quelqu'un qui est antisémite, c'est quelqu'un qui est contre les Juifs. Ce document est-il une trace du passé ou un document postérieur ? Il s'agit bien d'une trace du passé, puisque la photo a été réalisée au moment des faits. Petite parenthèse, pourquoi les Juifs en particulier ? Je vais résumer très fort la situation, mais d'abord, Hitler était convaincu que la race aryenne était la meilleure, des blonds aux yeux bleus. Vous pouvez noter la légende du document 4, jeune garçon de race aryenne égale blond aux yeux bleus, c'est la race supérieure selon Hitler. Ensuite, certaines familles juives avaient une influence dans le milieu bancaire ou des bijoux et étaient donc riches. On peut alors faire un raccourci, pourquoi les Juifs sont-ils si riches alors que les Allemands crèvent de faim ? Ils sont sûrement responsables. Il y a une théorie du complot qui se crée, les Juifs sont sans doute en train de planifier une domination mondiale et sont bientôt prêts à se soulever contre la société allemande. Il y a beaucoup de caricatures, les Juifs sont représentés avec de longs ou gros nez, parfois des griffes pour montrer qu'ils raclent l'argent, souvent avec des couleurs jaunes. Regardez le document 5. Le complot anti-hitlérien. Gregor Strasser, ancien ami du Führer et qui fut son lieutenant lors du soulèvement raciste de 1923, a été passé par les armes. Une soixantaine d'autres chefs des SA auraient également été fusillés et plus de 200 ont été arrêtés. Vous pouvez noter que les chefs des SA, ce sont les opposants d'Hitler. Hitler craignait que ses ennemis ne fassent un coup d'État pour le renverser. C'est ce que le titre annonce et vous pouvez le souligner, le complot anti-hitlérien. Une nuit, Hitler a assassiné tous ceux suspectés de s'opposer à lui dans un éventuel coup d'État. C'est une vraie purge et Hitler montre de quoi il est capable. C'est ce qu'on appellera la nuit des longs couteaux, vous pouvez le noter. Ça se passe en 1934 et quelques mois plus tard, Hitler commence aussi à instaurer des lois contre les Juifs. On les appelle les lois Nuremberg parce qu'elles ont été expliquées dans un discours par Hitler et par son ministre dans cette ville allemande. Ces lois continuent le processus de discrimination contre les Juifs. En voici un extrait, c'est le document 6. mit Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und staatsangehörigen Deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Vous entendez que l'annonce de l'interdiction des mariages entre juifs et allemands est vivement acclamée par la foule. L'antisémitisme est terrible. La nature du document 6 est bien sûr audiovisuelle. Ce qu'on entend est complètement subjectif, il s'agit de l'opinion d'Hermann Göring, qui est contre les Juifs. Enfin, c'est bien une trace du passé, puisque les images ont été prises au moment même du discours, et vous avez sous les yeux les images originales. On dit également dans ce discours que les citoyens doivent être capables de servir le pays. Cela exclut les handicapés, par exemple, qui seront également déportés et tués dans les camps de concentration. Les nazis ne veulent pas s'encombrer de gens dont ils trouvent qu'ils ne servent à rien. D'ailleurs, dans le document 7, vous voyez que le premier devoir de tout citoyen est de travailler, physiquement ou intellectuellement. Ça veut dire que tout le monde doit servir à quelque chose, vous pouvez le noter. Ensuite, l'article 21 ordonne qu'il est obligatoire de pratiquer le sport et la gymnastique. On en revient au culte du corps, vous pouvez le noter, et c'est en lien avec le document 8, dans lequel vous voyez 15 000 personnes faire de la gymnastique pour montrer la grandeur de la population allemande, sa rigueur et sa force. Cette photo est impressionnante, on dirait des effets spéciaux d'une série de science-fiction avec une humanité sous les ordres d'une dictature, ça finit mal. Enfin bref, la cadence de discrimination accélère. En 1938, un événement important survient, la Nuit de Cristal. La Nuit de Cristal, c'est l'attaque contre les Juifs qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 sur tout le territoire du Reich. Le Reich, c'est l'Allemagne.
Cette attaque visait à tuer ou capturer des juifs, à saccager leurs magasins ainsi que les synagogues. Le mot cristal fait référence aux bris de vitres qui jonchaient le sol des rues. Le bilan est le suivant. 91 juifs tués, 7500 magasins détruits, 250 synagogues incendiées, plusieurs milliers de juifs arrêtés et 35 000 juifs déportés, notamment à Dachau. Sur les documents 9 et 10, vous voyez quel type de dégâts les nazis ont perpétrés. C'est le début de l'arianisation intensive. Vous pouvez le noter, le fait que ceux qui ne sont pas de race aryenne doivent disparaître. On va interdire aux juifs de posséder des commerces. Ça commence à sentir très mauvais. Quelques mois plus tard, en 1939, Hitler envahit d'abord la Pologne et puis petit à petit veut établir la grandeur allemande partout en Europe. Les lois contre les juifs et la propagande juive continuent de pousser à discriminer ce peuple. Le document 11 est une affiche de propagande française. Les Juifs assassinent dans l'ombre, c'est un texte menaçant destiné à ce que la population ait peur des Juifs et les rejette. La nature de ce document est iconographique. Le document laisse paraître l'opinion de son auteur qui est contre les Juifs, il est donc subjectif. Et enfin, l'affiche date de 1942, l'époque durant laquelle les Juifs devaient porter l'étoile jaune, c'est donc une trace du passé. Vous pouvez noter qu'à partir de 1941, en Allemagne, les Juifs sont obligés de porter l'étoile jaune sur leurs vêtements. C'est plus pratique pour les repérer, les arrêter et les tuer. La propagande nazie était très importante. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais mentionner un seul aspect, les jeunesses hitlériennes. On en a parlé avec Mussolini, embrigader les citoyens dès le plus jeune âge, c'est très intéressant pour avoir dans son camp des esprits facilement manipulables. En 1936, l'entrée dans la jeunesse hitlérienne est rendue obligatoire pour tous les garçons et filles de 6 à 18 ans. À 10 ans, ceux-ci prêtent le serment suivant. En présence de cet étendard de sang qui représente notre Führer, je jure de consacrer toute mon énergie et toute ma force au sauveur de notre pays, Adolf Hitler. Je suis prêt à donner ma vie pour lui et je m'en remets à Dieu. Les jeunesses hitlériennes sont un mouvement de jeunesse et petit à petit, tous les autres mouvements de jeunesse comme les scouts seront interdits. Adolf Hitler, tout comme on présentait Staline ou Mussolini, c'est un leader charismatique présenté comme celui pour lequel on doit donner sa vie. Vous pouvez souligner « je suis prêt à donner ma vie pour lui » et noter qu'il y a un fort culte de la personnalité. La nature du document 13 est écrit. Ce texte a été puisé dans un manuel scolaire de 2008. Ok, c'était le mien quand j'étais en secondaire, vous voyez, c'était il n'y a pas si longtemps, merci. Le texte décrit comment les jeunesses hitlériennes se passaient, c'est donc objectif, car l'auteur de ce texte ne dit pas s'il est d'accord ou non avec ça. Et enfin, le document a été réalisé bien après les faits, c'est donc un document postérieur. On va maintenant résumer tout ce qu'on vient de voir. Entre 1934 et 1938, il y a la nuit des longs couteaux, puis les lois contre les juifs, c'est-à-dire les lois de Nuremberg, et ensuite vous pouvez noter la nuit du cristal. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et puis l'Europe. En 1941, les juifs doivent porter l'étoile jaune sur leurs vêtements. Les juifs et les autres personnes considérées comme indésirables sont envoyés dans les camps de concentration dont je vais parler juste après. L'extermination des juifs s'appelle la Shoah. Un mot sur les camps de concentration, et je vais malheureusement devoir résumer la situation pour pas déborder. Voici une photo de l'entrée du camp de Auschwitz. Tristement célèbre car c'était celui dans lequel le plus de juifs ont été assassinés. Il se trouve en Pologne, qui était occupée par les Allemands à l'époque évidemment. C'est moi qui ai pris cette photo, en 2019. La nature du document 14 est matérielle. Vous avez peut-être voulu répondre iconographique, mais le document qu'on analyse ici, ce n'est pas la photo, ce sont les bâtiments. Et je ne peux pas apporter les bâtiments en classe, donc je suis obligée de vous montrer une photo. Ces bâtiments, ils ont été construits à l'époque. C'est donc bien une trace du passé, puisqu'encore une fois, c'est pas la photo qu'on analyse, mais le lieu qui est représenté. Vous aviez peut-être envie de cocher postérieur, puisque la photo date de 2019, mais c'est le danger quand on analyse des bâtiments, il s'agit toujours de photos, donc il ne faut pas se laisser avoir. Alors les camps de concentration, leur but est d'emprisonner, d'exploiter, de faire travailler et de tuer par épuisement ceux que les nazis estimaient indésirables. Il y a une différence avec les camps d'extermination, dont le seul but est de tuer les prisonniers. Le camp d'Auschwitz en est un, et plus d'1 million de personnes ont été assassinées dans des chambres à gaz. Il y a plusieurs dizaines de camps de concentration en Allemagne, mais aussi en Pologne, en France, en Belgique, en Autriche et dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Vous pouvez noter qu'on amène les prisonniers par train, dans des conditions bestiales. Il y a déjà de nombreux morts, rien que sur le trajet. Les prisonniers sont catégorisés avec un écusson sur leur uniforme de prisonnier. Triangle rouge pour les opposants politiques, vert pour criminels, rose pour homosexuels, etc. Les juifs portent 2 triangles qui forment une étoile, comme celle qu'ils devaient porter sur leurs vêtements. Vous pouvez noter que les prisonniers portaient des triangles cousus sur leurs chemises rayées. Les conditions de vie sont épouvantables. Il y a de nombreuses photos de l'époque complètement hallucinantes d'horreur. Je vous montre ici un baraquement, mais je me permets de ne pas aller à la pêche aux photos gore pour cette vidéo. On peut néanmoins citer que
On fait travailler jusqu'à épuisement, on entasse les personnes dans des baraquements surpeuplés, il y a de nombreuses maladies infectieuses et contagieuses. On peut parler des violences contre les femmes, des expériences médicales douteuses, des brutalités physiques et psychiques, de l'odeur des cadavres brûlés sur place, bref, les camps étaient extrêmement bien organisés dans le but d'exterminer. La plupart de la population ne savait pas ce qui se passait dans ces camps, et d'ailleurs aujourd'hui certains ont encore du mal à y croire. Pourtant l'humain a bien été capable de ces horreurs. En 1944, l'Allemagne est encerclée par l'armée soviétique d'un côté et les armées des Alliés débarquent de l'autre côté, en Normandie. Vous pouvez noter qu'il s'agit des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, entre autres. Ce débarquement célèbre signe le début de la fin de la guerre. En 1945, le fascisme italien tombe. Berlin est tombé dans les mains des Alliés et Hitler comprend que tout est perdu. Il se suicide dans son bunker, ainsi que sa femme. Ça va entraîner le suicide de nombreux autres nazis d'ailleurs. Entre 4 et 6 millions de personnes ont été envoyées dans les camps de concentration et d'extermination. L'extermination des Juifs s'appelle la Shoah. Au total, on compte environ 60 millions de morts, soit 2,5% de la population mondiale de l'époque. En Allemagne, environ 11% de la population est décédée. En Pologne, où vivaient beaucoup de Juifs, ce chiffre s'élève à plus de 16%. Quant aux Juifs, la Shoah a exterminé environ 78% de leur population. Vous pouvez noter que c'est le conflit le plus meurtrier de l'histoire en nombre de morts. Maintenant qu'on a bien ri, on arrive à la fin de ce chapitre sur les extrémismes de la première moitié du XXe siècle. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, d'éléments à éclaircir, de raccourcis à préciser, d'anecdotes à raconter, mais vous avez une petite idée de ce qu'il se faisait il y a 100 ans. Aujourd'hui encore, à chaque fois qu'une population traverse une crise, certains se tournent vers des idéologies extrêmes, dans l'espoir que leur vie s'améliore. Retenez que si ça passe par le rejet de l'autre, c'est peut-être une mauvaise idée. À bientôt et prenez soin de vous.